Bon, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui s'appelle parse don't validate. Donc c'est un pattern qu'on retrouve souvent dans les langages fonctionnels Scala, Haskell, ces trucs-là. Et depuis peu, c'est possible de le faire aussi en Java. Donc je vais essayer de vous présenter ça. Donc moi, du coup, je m'appelle Alexandre Delegue, je bosse à la Maïf. J'ai fait pas mal de Scala. Maintenant, je fais beaucoup de Java, un petit peu de Kotlin, un petit peu de JS et puis du pain. Du coup, le constat, c'est on démarre une application, donc c'est génial, on a tout bien en tête, on fait notre appli, ça fonctionne, et puis dès qu'on veut la faire évoluer, soit on a perdu un peu le fil des choses, ou enfin voilà, il y a des choses où c'est d'autres gens qui maintiennent l'appli, etc. Et donc c'est super facile de péter des trucs et de pas trop s'en rendre compte. Et donc là, du coup, l'idée, c'est en plus des tests unitaires qui permettent de valider des choses, c'est de se faire aider par le compilateur qui va nous permettre de vérifier des choses pour nous. Et puis du coup, si ça marche pas, c'est lui qui va nous le dire, mais direct avec des erreurs de compile, donc ça va pouvoir nous aider pas mal. Donc l'idée de la présentation, c'est de partir sur un cas très très précis. On veut essayer de suivre des colis. Donc quand on démarre au début, on donne notre colis à livrer, donc on va filer notre adresse email pour des contacts au besoin, l'adresse de livraison, la date d'envoi. Ensuite, le colis il est pris en charge par le transporteur, donc ça va lui générer une référence. Ensuite, il va être en cours d'acheminement, donc on a toujours référence email, adresse, date d'envoi, plus on a les coordonnées GPS pour pouvoir potentiellement le suivre. Et puis quand il est reçu, du coup, on a une date de réception en plus. Donc voilà, ça permet d'avoir à peu près les différents états par lesquels le colis va passer. Donc le truc un peu classique, c'est voilà, ok, on a un colis à gérer, on fait un gros Pojo colis, notre référence, les différents booléens pour avoir les différents statuts, date d'envoi, date de réception, latitude, longitude, voilà, on a tout, puis on met des annotations pour vérifier que les champs ils sont bons. Du coup, si on fait ça, c'est super simple de se tromper. On peut avoir des trucs complètement incohérents. On peut avoir le colis qui est pris en charge et en même temps qui est reçu. Il n'y a rien qui vérifie ça. On peut avoir une date de réception qui est avant la date d'envoi. Enfin voilà, ça peut être n'importe quoi. Il peut être reçu et puis avoir encore une latitude, une longitude. Enfin, du coup, ça peut être vite bordélique. Donc pour améliorer un peu les choses, déjà on peut faire un premier truc, c'est remplacer les booléens par un enum. Déjà au moins on est sûr qu'on ne se trompe pas. Mais ça laisse quand même, des possibilités d'erreur. On peut toujours avoir les dates de réception, les dates d'envoi qui sont incohérentes. Quand on veut gérer ça, après, du coup, soit on rajoute du code en plus pour faire des validations en Java, ou alors on commence à faire des annotations custom qui permettent de valider des règles de gestion entre les attributs, mais du coup, c'est pas forcément évident. Un autre truc aussi qu'on fait, c'est que pour valider ce Pojo, quand on fait du Spring, on met une petite annotation @valide là pour dire, voilà, une fois que c'est passé là, on sait que notre bin il est valide et puis tout va bien. Sauf que moi, du coup, ça a tendance à m'angoisser parce que si on a un autre chemin par lequel notre Pojo il est créé et qu'on a oublié de rajouter ce truc-là, potentiellement, dans les mains, on a une instance de Pojo qui est pas valide. Et puis, du coup, on n'a aucune confiance dans notre Pojo, quoi. Donc, les annotations, c'est sympa, c'est descriptif et tout, mais par contre, c'est pas hyper safe. Donc là, par exemple, on pourrait imaginer un colis qui arrive par des événements Kafka. Si dans ce chemin-là d'arriver dans notre application, on n'a pas fait ça, du coup, c'est mort. Donc je vais vous parler d'un peu de théorie, je vais vous faire chier. Je vais vous parler d'un truc qui s'appelle les types algébriques de données. Du coup, en anglais, c'est Algebraic Data Type. Et donc, si des fois, on voit souvent le terme ADT, donc c'est ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Et du coup, les types algébriques de données, dedans, il y a deux trucs, les types somme et les types produits. Donc les types somme, c'est un truc union disjointe de types. Donc en fait, en gros, c'est des enums. Et type produit, c'est un enuplet de données, donc grosso modo des tubes, des pojos. Donc c'est des trucs que vous connaissez normalement. Donc voilà, le type somme. Et en fait, un moyen de se rappeler pourquoi c'est un type somme, c'est que sa cardinalité, c'est la somme des cardinalités de chacun des éléments. Donc là, en l'occurrence, dans un enum, chacun c'est 1. Donc là, la cardinalité, c'est 3. Type produit, donc lui du coup c'est un tube, quoi. En gros c'est une suite d'attributs. Donc là notre voiture c'est un type produit, il y a une marque, un modèle et un prix.
Et depuis Java, me semble-t-il, 14, on peut écrire les types produits avec des records. Donc ça fait une syntaxe beaucoup plus allégée. Donc pour ceux qui n'ont jamais manipulé ça, il y a le mot-clé record, le nom de la classe, et puis après, en fait, ce qui est là c'est grosso modo le constructeur, quoi. Enfin... Et du coup, un type algébrique, c'est le combiné des deux. C'est comme un enum dans lequel, sur chacun des éléments, en fait, on pouvait mettre des propriétés. Donc ça se fait depuis Java 17 avec les interfaces scellées. Donc en fait, une interface scellée, c'est une interface qui peut être implémentée par une liste finie de classes. Okay. Et donc là, du coup, ici, j'ai un véhicule. Mon véhicule, c'est soit une voiture, soit un scooter, soit un bus. Et ensuite, chaque élément lui-même a des attributs. Donc ça fait un espèce d'énum, un super énum, quoi. Là, en fait, j'ai mis le mot-clé permit pour dire la liste des classes qui ont le droit d'implémenter cette interface, avec une syntaxe où, comme ici, les records ils sont à l'intérieur de l'interface. En fait, on peut omettre le mot-clé permit, et en fait, le compilateur il sait que tout ce qui est dedans, hop, c'est la liste exhaustive des trucs. Et donc là, du coup, avec ça, on peut créer un type algébrique. On met ça de côté, et on revient sur l'exemple. Avant d'utiliser les types algébriques, on va se poser des questions déjà sur nos types un peu primitifs. Donc là, en gros, on a une chaîne de caractères, et on veut qu'elle soit non nulle et que ce soit un format email, quoi. Et du coup, pour avoir un truc plus restrictif et plus contraignant, une solution, c'est d'avoir un type précis. Donc par exemple, on pourrait créer un type email. Et ce type email, on pourrait dire que c'est un record, et en fait c'est le constructeur de l'email qui va valider que le type est valide. Donc si on fait ça, par construction, on sait que quand on va manipuler un email dans notre code, il sera tout le temps valide, parce que c'est pas possible que ce soit le contraire. Donc là dans le constructeur, donc là dans les records, en fait, c'est pour ajouter en fait du code à la construction et puis pouvoir faire des choses. Donc c'est une syntaxe un peu bizarre, mais il faut s'y habituer, c'est comme ça. Donc là mon email, du coup c'est juste un wrapper sur un string qui a une valeur. Et là je dis c'est non nul, et si c'est non nul, ensuite je vérifie que l'email est valide. Donc en gros ça c'est juste un truc qui check une regex et qui lève une exception si ça se passe mal, quoi. Donc là, on a vu chacun des attributs, comment on pouvait remplacer les annotations par un truc. Alors finalement, c'est tout con, hein. Même en Java 7, on peut faire ça sans problème. Mais là, maintenant, en Java 17, ce qui arrive là, c'est vraiment la nouveauté. C'est de rendre les états incohérents impossibles. Donc là, au lieu d'avoir une seule grosse classe colis avec tout dedans, en fait, on va l'éclater par les différents états que l'application peut suivre, quoi. Donc on a une interface, c'est les colis. On a une interface, un colis existant qui est en colis et qui rajoute une référence en plus. Comme ça, on peut séparer le cas des nouveaux colis. Par exemple, quand on poste les données dans une API REST, souvent on n'a pas de référence, on n'a pas encore d'ID. Donc ça, ce sera un colis. Puis après, une fois qu'il existe, du coup, c'est un colis existant, quoi. Donc comme ça, on peut séparer les deux. Et ensuite, on va définir un record par cas de figure. Et là, ce qu'on voit, c'est que chacun des cas de figure, ils n'ont pas la même liste d'attributs, quoi. Du coup, en fait, on met ce qui nous intéresse dedans, on n'est pas obligé d'avoir l'exhaustivité de tout à chaque fois, quoi. Et donc là, je vais vous montrer la même chose, mais en vrai dans le code. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que chacun des constructeurs de mes cas de figure, du coup, va gérer les règles de validation qui permettent de valider la cohérence des champs et ainsi de suite. Donc là, il y en a plein, on vérifie juste que c'est non nul. Mais par exemple, là, sur les dates, on peut vérifier qu'il y en a bien une qui est avant l'autre, etc. Et donc là, par construction, en fait, on sait qu'on aura toujours un état cohérent et que du coup, c'est le compilateur qui le valide puisqu'on ne peut pas créer les objets autrement. Un autre truc qui est bien cool, c'est que du coup, depuis Java 17, il y a des switches ++ qui sont arrivés. Donc il faut activer une option de compilation, donc il faut mettre le Enable Preview parce que c'est encore en mode preview. Mais c'est quand même vachement bien. Et donc en fait, là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire des switches sur notre colis, et faire, dans le cas où c'est un nouveau colis, je fais ci, dans le cas où c'est un colis pris en charge, je fais ça, etc. Voilà, quoi, un switch. Mais ce que va faire le compilateur, c'est que si on n'a pas l'exhaustivité des cas, en fait, il va lever une exception de compilation en disant, t'as pas tout fait, quoi. Donc ça compile pas, ça compile.
Donc ça, le gros avantage que ça a, ce truc-là, c'est que si vous faites évoluer votre appli, et que demain, par exemple, il y a le cas des litiges qui n'est pas pris en compte, donc je vais rajouter une nouvelle entrée dans mon interface CD, colis en litige ou je sais pas quoi, et bien, partout dans votre code, vous n'aurez pas géré ce cas-là, et bien, du coup, ça ne va pas compiler, et ça va vous forcer à aller voir l'erreur et à la corriger. Donc ça rajoute énormément de sécurité, en fait. Après, avec le switch, on peut faire des trucs un peu plus tricky, quoi. Donc là, par exemple, voilà, en fait, quand on veut gérer un colis existant, en gros, on a le colis tel qu'il existe en base de données, puis on a le colis qu'on doit gérer. Puis là, en fait, on peut faire alors là, la syntaxe, elle est encore un peu dégueu, elle va s'améliorer dans les prochaines versions de Java, pour faire du pattern matching avec des extractions en fait, dans le truc et tout ça. Mais en gros, derrière, ça permet de faire des switches super avancés, avec qui check l'exhaustivité des cas, tout le bazar. Donc là, ça, c'est vraiment des trucs hyper bien qui vont arriver. Donc pourquoi ça s'appelle parse don't validate? Parce que en fait, là c'est bien, en fait on est dans cette zone-là. Là. Donc là ça c'est la zone de notre appli où tout se passe bien, on a des beaux pojos super valides et c'est cool. Mais avant en fait il y a une zone de flou, en gros c'est... en général on expose des API, donc soit une API REST, je sais pas, un Kafka, du JMS, tout ce qu'on veut, enfin voilà quoi. Et en fait, dans ce monde-là, en fait, c'est le monde du texte où en gros, les données, c'est un string, c'est un booléen, c'est un entier, c'est ce qu'on veut, mais du coup, c'est pas un type structuré hyper contraignant tel qu'on le manipule dans notre appli. Et il faut passer du monde unsafe au monde safe. Et donc là, il faut faire du parsing de données. Et donc là, c'est là où c'est chiant. Il faut le faire en entrée, puis il faut le faire en sortie vers la base de données. Donc moi, comme ça, je vois deux approches. L'approche DTO, donc en gros on crée des structures de données qui correspondent à ce qu'il y a en entrée de notre API. Et puis après, du coup, on va faire du mapping de données entre notre DTO et notre objet métier. Donc ça fait des classes de copie, etc. Ou on va directement parser le JSON à la main pour peupler notre Pojo, quoi. Du coup, moi j'utilise ça parce qu'en fait on s'est fait une petite lib qui est capable de, un peu comme ce que faisait dans Play, mais c'était Mathieu qui avait commencé à faire ça, puis du coup j'en ai refait une autre version où en gros l'idée c'est de dire je sais lire chaque attribut du JSON dans un certain format, on a des readers qui permettent de décoder le bordel, quoi. Et puis en fait l'idée c'est d'essayer de lire tout et de stacker les erreurs à chaque fois. Ce qui fait qu'en fait, là, en gros, on va collecter les erreurs, et à la fin, en gros, on a un rapport de tout, parce que là, le problème, c'est que l'approche DTO, à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas être valide, vu comment on s'est fait le truc, ça va lever une exception, donc ça coupe le truc, et en fait, du coup, d'un point de vue utilisateur, ça peut être un peu déceptif. Le mec, il met son email, il valide, ah non, c'est pas bon, je le corrige, ah, le téléphone non plus, je le corrige, et ainsi de suite. On préfère avoir un rapport avec tous les problèmes d'un coup, et donc voilà. Donc avec l'approche DTO, là, il faudrait faire un truc pour arriver à créer les trucs les uns après les autres, mais en collectant les erreurs, et c'est pas forcément évident, alors que là, ça le fait bien. Donc ça ressemble à ça, la petite lib. Donc en gros, c'est, voilà, là je lis l'attribut email, c'est un email format, puis je le mets dans le builder de mon colis, puis ensuite je lis l'attribut de date d'envoi, qui est au format machin. Si elle n'existe pas, je lui donne une date par défaut, qui est maintenant, et puis je le mets dans mon builder de colis, puis donc en gros, je mets les trucs dans le builder au fur et à mesure que je les lis. Et puis à la fin, en gros, je fais builder.build et puis hop, j'ai mon instance, quoi. Et puis après, l'autre, c'est pour être capable de l'écrire. Donc d'un côté, c'est pour le lire, de l'autre côté, c'est pour l'écrire. Et puis, si en fait là, ça c'est pour un cas en particulier. Et pour lire tous les types de colis, en gros, il y a un attribut type dans mon JSON qui permet de faire la discrimination entre les différents trucs. Et puis voilà, si mon type c'est un nouveau colis, j'utilise tel lecteur de JSON. Si mon type c'est voilà. Donc du coup ça c'est peut-être un peu moche, mais bon à un moment voilà, pour avoir une zone sécurisée de l'appli, il faut passer par un truc un peu comme ça, des sortes de mappers, quoi. Alors je l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait le truc avec le milieu c'est le domaine qui est super beau, puis le côté il y a des trucs un peu sales, quoi. Ça ressemble un peu à l'archi hexagonale, c'est-à-dire on a notre couche domaine au milieu où on a que notre métier, puis après on a des ports et des adapteurs pour passer vers le monde réel. Et puis du coup, voilà, ça c'est ma partie API REST. Donc ça c'est mon contrôleur, quoi. Donc là j'ai ma requête, je cherche à décoder mon JSON. Si ça se passe mal, je peux retourner un bad request avec la liste de toutes les erreurs que j'ai collectées. Puis si ça se passe bien, du coup j'ai un colis qui
qui est cool. Et après, je peux passer sur ma partie plus validation métier ou avec des trucs d'appel à la base de données. Et puis après, voilà, je peux gérer mes erreurs comme ça, quoi. Ce que je peux faire, c'est vous montrer un exemple. Je vais essayer de... Tac. Là, il y a l'appli qui est démarrée. Là. Donc si je fais un curl avec des erreurs de... Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais en gros, voilà, là, du coup, j'ai 2 erreurs et ça m'a bien collecté tout. Et donc ça, c'est géré par le lecteur JSON qui charge de valider tous les trucs, quoi. Voilà, donc quelques inconvénients que j'y vois, il y en a sûrement plein d'autres, mais le premier, c'est que ça fait plus de code à écrire que quand on fait un truc en mode tout dans le contrôleur, hein, forcément. Par contre, du coup, en fait, on capitalise un peu sur la suite. Donc souvent, dans ces approches-là, c'est pas forcément le truc à faire en tout début de projet, parce que au début des projets, on cherche un peu, donc on pète du code, on en réécrit, etc. Si on a des trucs trop structurés comme ça, des fois, ça fait peut-être un peu plus de code à maintenir, donc c'est peut-être bien de le faire dans un second temps. Enfin, je sais pas, voilà, après, c'est à vous de voir. Par contre, ça fait potentiellement écrire moins de tests, parce que comme il y a une partie des trucs qui sont portés directement par le code, du coup, il y a des trucs en moins testés, voilà. Et puis, attention aux données en base de données, parce que une fois que c'est écrit en base, il faut être capable de le relire. Donc si, par exemple, je change une regex sur un email ou une connerie comme ça, généralement, quand on utilise des annotations, en fait, on ne valide pas les données qu'on vient de lire de la base. En fait, on valide que ce qui est en entrée de l'appli. Là, si on recrée des POJO comme ça à partir de la base, il faut être capable de les relire à chaque fois. Donc là, faut faire gaffe, parce que si on livre une nouvelle appli, on n'est plus capable de relire ce qu'on avait écrit avant, ça peut être embêtant. Donc du coup, ça, c'est des points d'attention. Du coup, pour aller plus loin, donc ça, c'est d'autres trucs qui font partie, en général, du monde fonctionnel. Fonction pure, fonction totale, immutabilité, transparence référentielle. Donc ça, c'est plus des pointeurs. Si ça vous intéresse, ce genre de pratique, des trucs à aller voir. Ça, c'est un peu compliqué encore en Java. Le reste, il y a moyen. Et puis voilà. Du coup, tout le code, il est sur ce GitHub-là. Donc Larousseau, pardon, de validate. Dans le README, il y a la transcription textuelle de ce que je viens de dire avec des fautes d'orthographe en plus. Voilà. Du coup, voilà, j'ai fini. Merci. Je ne sais pas s'il y a du temps pour des questions ou pas. Mais je ne sais pas trop quelle heure il est. 35. Je sais pas, 35 et quart. Ah si, j'ai speedé, je l'ai fait en 20 minutes, donc il reste 10 minutes, je crois. Question, pas question? Quelqu'un a déjà fait ça, ce genre de choses-là? Ouais, vas-y, fais dire. Je crains la question. Ouais. Et t'avais une question? Oui, j'avais une question. En fait, sur ton pattern matching, sur le type pour choisir le bon, il y a moyen de le faire facilement. En gros, il y a des règles qui dépendent de valeurs d'autres champs. C'est-à-dire, par exemple, j'ai parsé un champ et en fonction de ce que je dis, je vais changer mon parseur d'après. Et du coup, ça, c'est possible avec la composition des fonctions. C'est quelque chose qui... Ouais, alors du coup, le pattern matching, tu parles dans la lib JSON ou dans le pattern matching Java? En fait, c'est le pattern, enfin c'est les cases de Waver derrière qui sont utilisés. Donc en gros, tout ce que tu peux écrire avec leur truc, tu peux l'écrire dedans. Ouais. Je sais pas, non, il y avait quelqu'un d'autre. Bon, merci. Ah si, vas-y. J'ai vu que tu utilisais les records, mais si j'ai bien compris, on ne peut pas faire des réglages, je pense, d'un record dans l'autre. Alors un record, tu peux hériter des interfaces, mais pas une classe abstraite. Parce qu'en fait, les interfaces scellées, ça existe aussi avec les classes scellées. Donc en fait, avec une classe abstraite scellée, quoi. Et donc en gros, les records, ça va fonctionner avec les interfaces, mais pas avec les classes abstraites, parce que tu peux pas faire d'héritage. C'est peut-être moi qui, enfin, je pense que j'ai pas eu le temps de voir, mais voilà, tu utilisais le colis. Il y avait le nouveau colis et colis envoyé, il héritait de. Parce que c'est 2 interfaces en fait. Tu vois, c'est ça là en fait. Tu vois, colis c'est une interface et colis existence. Et après, en fait, tu peux implémenter un record, il peut implémenter une interface. Alors d'ailleurs, si tu vois, en fait, dans les records, tu as l'équivalent des getters et des setters automatiquement, sauf qu'au lieu de ça s'appelle get, ça s'appelle juste l'attribut machin truc. Donc en fait, là, par exemple, la référence, là, c'est le getter, quoi, grosso modo. Donc si dans l'interface, il s'appelle comme ça, en fait, le fait de juste rajouter l'attribut dans le record, c'est comme si tu l'implémentais, en fait. Bon, voilà, quoi, faut le savoir, mais... Donc ouais, c'est vrai que ça, c'est...
Je sais plus, c'est avec Mathieu que je disais ça tout à l'heure. Quand ils font des trucs dans Java, des fois ils s'arrêtent un peu au milieu du machin là. Donc les records, tu peux pas faire d'héritage avec, donc c'est peut-être voulu, mais des fois c'est pénible. Et puis en fait, quand tu veux les muter, comme c'est des classes immutables, faut que tu fasses un new d'un autre record où tu remets tous les champs sauf celui que tu veux changer, quoi. Du coup il manque. Donc là par exemple ici, là je passe par les builders de Longbox. Donc même si je fais du record, je suis quand même obligé d'utiliser Longbox pour avoir des builders. Donc après on peut les écrire à la main et tout, mais du coup voilà, c'est toujours le petit truc qui manque pour que ce soit vraiment utilisable à fond, comme dans d'autres langages, quoi. Donc en Kotlin, il y a une méthode copy, tu mets juste le champ que tu veux modifier, puis ça te retourne une nouvelle instance avec le truc changé. Enfin voilà. Là il manque un peu des trucs, quoi. Voilà. Quelqu'un d'autre? Non, bah, je vous libère, vous pouvez aller boire, manger un cookie.